semblait important, dans un exposé introductif, qui n'a d'autre prétention que de balayer un petit peu la thématique, de parcourir les philosophies qui ont réhabilité le désir. Pourquoi réhabiliter? Ben, vous allez le comprendre aisément. Ces philosophes sont au nombre de 3. Vous pourrez m'objecter de ne pas en avoir retenu d'autres. Mais pour ma part, je vois 3 immenses philosophes au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Au XVIIe, Thomas Hobbes, immense philosophe, un peu méconnu en France, je trouve. Au XVIIIe, Jean-Jacques Rousseau, on pense le connaître, on ne le connaît pas nécessairement. Et puis au XIXe siècle, ça n'étonnera personne ici, Friedrich Nietzsche, parce que chacun sait dans l'agglomération que Granarolo est incapable de faire un exposé de philo sans, à un moment donné, passer par Nietzsche. Ça sera le cas ce soir. Alors avant d'aborder Hobbes, qui est le premier philosophe qui, selon moi, réhabilite le désir, je m'arrêterai un instant à titre d'introduction sur la théorie platonicienne. Pourquoi la théorie platonicienne? D'abord, elle a un privilège chronologique. Platon, c'est avant les Stoïciens, les épicuriens, Aristote, le Moyen Âge. Ensuite, parce que c'est la théorie qui a été le plus visitée, la plus commentée. Et c'est une théorie qui est évidemment tout à fait passionnante. Pour Platon, le désir se loge dans, je donne le mot grec, sans vouloir jouer au snob, dans la partie de l'âme qui s'appelle l'épithumia. C'est le siège des désirs. C'est la partie qui plonge ses racines dans le corps. Vous savez toutes et toutes que Freud a repris presque littéralement les 3 parties de l'âme de Platon deviennent le moi, le ça, le surmoi de Freud. Il y a une correspondance évidente. J'ai toujours pensé personnellement que la révolution freudienne était révolution au sens astronomique. On a fait un tour complet de cadran et on revient à Platon. Alors je vais vous citer le livre 9 de la République. Pour aller rapidement, fabuleux texte. Je vous cite ces quelques lignes. Socrate est en train de dialoguer avec son interlocuteur, qui lui demande de quel désir, de quel plaisir es-tu en train de parler? Et Socrate répond de ceux qui s'éveillent durant le sommeil, chaque fois que l'autre partie de l'âme, la partie qui est rationnelle, sereine, faite pour diriger, est endormie, et que la partie bestiale et sauvage, repue d'aliments et de boissons, s'agite et repoussant le sommeil, cherche à se frayer un chemin et à assouvir ses penchants habituels. Tu sais que dans cet état, elle a l'audace de tout entreprendre, comme si elle était déliée et libérée de toute pudeur et de toute sagesse rationnelle. Elle n'hésite aucunement à faire le projet de s'unir à sa mère ou à n'importe qui d'autre, homme, dieu, animal. Toute la psychanalyse est là. Bon. Le désir est donc animal, sauvage. Le désir ne respecte rien. Le désir est sans foi ni loi. Le désir est démesuré, et on sait tous à quel point les Grecs avaient en horreur cette démesure. Au passage, je signale quelque chose d'intéressant, c'est que grâce au grand Platon, et c'est assez rare au fond dans l'histoire des idées, nous savons quelque chose du rêve des Grecs. Grâce à Platon, nous savons que Nique ta mère n'est pas une locution argotique marseillaise, comme beaucoup d'entre vous le pensent, c'est une invention athénienne du IVe siècle avant notre ère. S'unir à ça. Tous les successeurs de Platon marcheront dans les pas de Platon. Nous proposerons, selon des modalités diverses, d'éradiquer le désir, d'atteindre l'ataraxia, c'est un terme commun, on ne sait pas toujours, au stoïcisme et à l'épicurisme, d'atteindre l'apathéia, l'absence de passion, terme cher aux stoïciens. À partir de Saint-Augustin, à partir des pères de l'Église, 4e, 5e siècle, les théologiens vont ajouter une dimension de péché, de culpabilité, une dimension démoniaque au désir, et ils vont rendre le désir responsable de la chute qui nous a éloignés du divin, qui nous a condamnés à une vie misérable. Voilà donc ces quelques mots d'introduction pour vous dire comment les choses étaient perçues avant Platon, avant Hobbes, pardon, au temps de Platon et dans les siècles qui ont suivi. Dans un premier temps, je vais donc évoquer ce que j'appellerais la géniale réhabilitation hobbésienne. Hobbésienne, c'est l'adjectif, ça ne fait pas de faux, ça fait un peu médical, mais ce n'est pas de notre faute. La géniale réhabilitation hobbésienne. Hobbes est un immense philosophe politique, en général, chacun le reconnaît, mais il n'est pas seulement, en France on le réduit trop à cette dimension, c'est un philosophe complet, il écrit une œuvre monumentale, très peu connue en France. Son œuvre politique majeure, c'est le Léviathan. Grand texte, très souvent bon. Mais ce texte ne parle pas que de politique. En particulier, vous trouvez au chapitre 11
du Léviathan, ces mots, tout à fait révolutionnaires, je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'à la fin. Ce désir qui est décrit dans un premier temps comme étant quelque chose d'assez négatif, ou qui renverrait une liberté négative dans l'Antiquité, c'est ce désir, on l'a dit, qui est lié à la démesure, à l'hubris, c'est-à-dire à tout ce qui est de l'ordre du désordre intérieur, et qu'il faut en quelque sorte maîtriser. Et quand on y pense, il y a un désir qui est peut-être plus intéressant encore, c'est celui lorsqu'il est effréné, lorsqu'il est alimenté finalement d'une sorte de fourmillement intérieur qui en accentue la densité et qui fait que certains hommes, je dis volontairement pas les femmes, certains hommes sont nécessairement pris dans un vertige qui quelquefois leur fait penser qu'ils ressemblent à Don Juan. Don Juan, cet homme type qui est celui qui en quelque sorte désire de manière effrénée, incalculable et inconsidérée, au point qu'à un moment donné, il est dans son propre épanchement, tellement le désir ravive toujours du désir. Et l'avantage d'être une femme dans un milieu d'hommes en philosophie, c'est aussi de pouvoir dire que si l'homme est un être de désir, la femme est un être désiré. Et par conséquent, le plaisir aussi pour la femme, c'est de pouvoir être cet être particulier que l'on regarde, que l'on convoite, que l'on envie. Et il est vrai que on pourrait dire que la banalité du genre, c'est-à-dire celle qui consisterait à dire que ma vie est fade, ordinaire, simpliste, eh bien parce que soudain il m'a vu, il m'a reconnu, et en quelque sorte je lui ai plu, comme si ce que j'étais apporté à ce qui lui manque pour que je vienne compléter cette insuffisance qui est la sienne parce qu'il me désire, eh bien me donne une forme différente. En bref, je me rends compte que lorsqu'il me désire, moi qui avais l'impression d'avoir une existence basique, terne, presque éphémère, je dirais, eh bien je suis reconnue dans son regard comme étant une forme désirable, c'est-à-dire une forme qui mérite d'être aimée. Tout ça pour vous dire que dans ce binôme particulier, cet échange qui s'établit entre un homme et une femme, ou autre, aujourd'hui nous sommes dans les changements, donc je ne veux heurter personne, mais pour moi je vais rester classique, excusez-moi. Lorsqu'un homme me contemple, donc je disais, je me retrouve dans la situation où effectivement je suis reconnue et quelque part je me sens vivre sur un autre registre d'identité et j'ai l'impression que ma vie s'est accélérée d'un coup et que ce tumulte que je suis en train de sentir moi aussi intérieurement et que lui aussi éprouve, eh bien peut ouvrir à un langage amoureux ou à quelque chose de plus intense. En tout cas, ce moment particulier que je suis en train de vous décrire et qui est un regard particulier d'un homme à une femme, méritait d'être souligné par le biais peut-être d'un penseur qui s'appelle Lévinas, qui rappelle souvent l'idée que lorsque je regarde l'autre, finalement je ne dois pas avoir un visage simplement pour ce qu'il est, mais un visage qui s'opposerait à moi, qui serait différent de moi, au point que lorsque je l'aime, je dois l'aimer aussi quand il me dit non, quand il se refuse à moi, quand il est différent. Et à ce moment-là, c'est cette différence qui m'enrichit. Et ce visage, c'est pas simplement une entité que je reconnais, c'est aussi un visage qui ouvre à une infinité. C'est-à-dire que l'infini qui se cache derrière l'homme, c'est toute la potentialité qu'il a à développer. Mais on sait aussi qu'avec Lévinas, il y a un deuxième rappel à l'ordre, c'est qu'une fois qu'on a quitté le domaine du désir individuel, c'est-à-dire qui nous est propre et qui fait qu'il y a une effervescence en nous, il nous faut nous tourner vers un autre type de désir qui sera celui qu'il faudra canaliser dans l'être collectif. Et l'être collectif nous renvoie à cette idée finalement du désir lorsqu'il est recentré sur la vie politique. Alors c'est bien parce que je vais pouvoir faire le lien avec Hobbes et en même temps élargir après à autre chose, c'est que cet être qui est capable dans l'union, c'est-à-dire dans le rapport à autrui, de tomber amoureux et donc d'éprouver des désirs, c'est aussi celui qui, dans la cité, a besoin de combler certains manques en étant en relation avec d'autres. Et donc le désir, c'est ça aussi, c'est ce qui me rappelle en permanence mon manque et mon manquement d'être. Et mon manquement d'être doit s'accomplir dans autre chose. Cette autre chose, bien soit c'est un désir physique, par exemple, que je peux combler, soit c'est un désir qui se rapproche plutôt du besoin, qui va m'amener à vouloir me rapprocher d'autrui pour pouvoir vivre avec lui en conformité, si vous voulez, avec les règles et les lois de la cité, pour que nous puissions être ensemble. Je fais allusion ici à Aristote qui pensait que la société, en tout cas la cité, était naturelle, et que naturellement nous étions portés à vouloir vivre les uns avec les autres. Alors je ne sais pas si c'est un désir effréné qui m'appelle, mais en tout cas, je peux d'ores et déjà répondre que je suis occupée. Donc, quelque part, je voulais juste rappeler à ce moment particulier, Hobbes nous dit que finalement, le désir s'inscrit aussi dans quelque chose de beaucoup plus naturel,
qui serait ce moment particulier qui fait qu'en l'homme, il y a la captation d'un changement. Le désir, c'est mouvement, c'est-à-dire c'est ce qui me fait tendre vers quelque chose. Alors on le sait, c'est lié au manque à l'origine, mais le fait d'être dans le manque fait que je tends vers cette partie qui me manque justement et que j'aimerais récupérer pour pouvoir combler l'absence. Et ce manquement d'être fait que j'aurais tendance à vouloir vivre avec les autres, mais comme nous sommes tous égaux, nous rappelle Hobbes devant ses défauts, c'est-à-dire ces tendances que nous avons à vouloir tendre vers les mêmes choses, et que ces choses-là ne sont peut-être pas en nombre suffisant, eh bien les relations qui pouvaient être d'un ordre pacifié initialement vont très très vite se dégrader pour devenir, comme le dit Hobbes, un état de guerre de tous contre tous. Chacun voulant les mêmes choses et ne pouvant pas tous les posséder, eh bien des rivalités s'instaurent entre les hommes, et cette tendance naturelle spontanée qui est envoyée au désir devient une tendance de l'expression de ma liberté négative qui à ce moment-là amène des rapports qui vont se dégrader petit à petit.